Bonjour, bienvenue à ce module sur le BJT en configuration Darlington, qui est une des configurations intéressantes qu'on peut faire avec ce transistor-là. En plus d'introduire cette configuration-là, je vais terminer le module par une description, une discussion de la structure interne d'un amplificateur opérationnel qui inclut plusieurs des configurations qu'on a vues jusqu'à ce point. Donc, on suit. Et donc, la configuration d'Arlington, c'est une configuration qui est très intéressante parce que, en gros, comme on le voit ici, l'idée de cette configuration, c'est de se doter d'une structure qui a envie de nous donner un transistor dont le bêta ressemble au bêta carré, au bêta 1 fois bêta 2. Si bêta 1, c'est le gain d'un premier transistor, et bêta 2, c'est le gain d'un deuxième transistor. Donc, en prenant le courant d'émetteur de Q1 et en l'injectant à la base de Q2, on va se retrouver que le gain de courant bêta que l'on a ici, ou entre la base et l'émetteur, il y a un facteur de 1 plus bêta. Donc, on va avoir ici 1 plus bêta 1 fois ce qu'il y a à la base. Et ce courant va se retrouver à la base de Q2, qui va se retrouver multiplié ici par 1 plus bêta 2 fois ce qu'il y a dans la base. On va faire les équations à la planche suivante. Mais en gros, ça va nous amener à un transistor qui a envie de nous donner un gain qui est comme le bêta carré. Donc, si j'ai un transistor qui a un bêta nominal de 100, ben en mettant deux en cascade comme ça va nous donner un bêta effectif d'environ 10 000. Donc, ça peut être très, très intéressant quand on veut commander une charge de très petite résistance où on veut se faire un transistor qui a du muscle à partir d'un microprocesseur, par exemple, ou d'un circuit logique. On poursuit. Une autre configuration qui est intéressante, j'aurais dû dire qu'un des défauts qu'a cette configuration-là, c'est une de ses caractéristiques. On a entre ce point et ce point un VBE de 700 millivolts, et entre ce point et ce point, on a un autre VBE de 700 millivolts. Donc, pour réussir à polariser correctement un Darlington, il faut lui mettre au moins il faut lui mettre 1,4 volts entre la base et l'émetteur. Donc, ça prend plus de tension. Ça peut devenir un petit peu délicat si vous avez certains processeurs modernes qui sont faits avec des technologies avancées et pour lesquels la tension d'alimentation serait de 1,2 volts, par exemple. Il se peut que ce microcontrôleur ne vous donne même pas assez de tension pour polariser un Darlington. Mais si vous avez ce 1,4 volts, ben, c'est une configuration qui fonctionne bien. On va s'en servir dans quelques montages. Donc, l'autre configuration, c'est la configuration dite compound, donc composé, donc compound PNP, donc qui combine, comme vous voyez, un PNP donc l'émetteur devient en haut, et là, on va tirer un courant de la base de Q1 qui va se retrouver amplifié à ce point-ci comme bêta fois IB, et c'est ce bêta fois IB qui va se retrouver injecté ici, dans la base de Q2, qui va nous donner cette amplification par un second facteur de bêta qui est encore le même bêta carré. Donc, dans ce cas-ci, ben, comment fonctionne, où vont être les limites? Ça me prend entre ici et là 700 millivolts, et il va y avoir entre ces deux nœuds un VCE-SAT, mais si on se rappelle, quand je tire du courant ici, je vais avoir un 0,7 volts, je vais avoir un VCE-SAT de 0,3, et donc entre ici et là, je vais avoir 0,7. Entre ici et là, je vais avoir donc un 0,3. Ça m'amène avec 1 volt à ce point-ci de tension minimale. Et donc, quand je vais tirer,
Donc, je vais tirer la base. Il faut que ce soit donc inférieur à 1 volt si on veut réussir à tirer, faire conduire ce courant, ce transistor, cette configuration d'Arlington très fortement pour attaquer une charge. Et ça va se comporter comme un PNP, pardon, qui a un gain amplifié, qui est le produit en première approximation du gain des deux transistors. Donc ça, c'est l'idée dans les deux configurations. Et donc, cette configuration-là aboutit avec un V minimum à ce point, qui va être de 700 millivolts plus 0,3. Donc, ça ne descendra pas en bas de 1 volt ici. Donc, contrairement à un PNP normal qui aurait un VCESAT de 300 millivolts, ben lui, il va avoir un VCESAT minimum de 1 volt, alors que dans celle-ci, on va avoir 700, 700, puis on peut avoir 300 ici, mais ça ne va pas se passer. Il va avoir 700 plus 300, donc la tension AC ne descendra pas en bas de 1 volt. On est donc maintenant en position pour écrire quelques équations pour dériver le modèle d'un Darlington. Et comment on fait cette analyse? Bien, on remplace le transistor par chacun des transistors par un modèle petit signal en pi, où on a donc le IB1, bêta fois IB1 dans le transistor, puis qui est injecté dans le, comme à la base de 2, dans le RP2. Donc on se retrouve avec un RP1, un RP2, puis ensuite on s'en va à l'émetteur global du montage du Arlington. Et pour Q2, ben, on a son RP est ici, et on a son bêta 2 fois IB2 qui se retrouve dans cette branche. Et maintenant, on peut faire quelques équations, puis on peut dire que IE1, donc IE1, ça va être égal à 1 plus bêta 1 fois IB1, l'équation standard. Maintenant, le ICD, ça va être quoi? ICD, ça va être égal à IC1 plus IC2, puis IC2, ça va donc être bêta 2 fois IB2. Donc, on a le bêta 1 fois IB1 plus bêta 2 fois IB2. Mais IB2, c'était quoi? IB2, c'était, on l'a ici, 1 plus bêta 1 fois IB1. On retrouve ici. Et ça nous donne globalement un ICD qui est égal à bêta 2 fois bêta 1. Donc ça, c'est l'équation qui est développée en entier. Puis si on a un bêta 1 de 100, puis un bêta 2 de 100, ben, le gain, c'est celui un peu qu'on a annoncé, qui est le bêta 2 fois bêta 1, le terme qui va dominer. Donc ça, c'est 100, ça, c'est 100, et ça, c'est 101. Donc vous allez vous retrouver avec 10 000 plus 100 plus 100. Donc ça vous donnerait 10 200. Et en première approximation, donc le gain de courant est donc le bêta 1 fois bêta 2 tel qu'annoncé. Si on analyse, donc on poursuit notre analyse de cette configuration, on peut maintenant se développer un RP équivalent pour le Darlington, qu'on va appeler le RPD. Donc le RPD, ce serait la tension sur la base divisée par le courant qui passe dans le montage, qui est en fait IB1. Et donc là, on peut venir exprimer, on va dire que cette tension, ça va être RP1 IB1 plus RP2 fois IE1. Donc, j'ai donc RP1 IB1 plus de RP2 IB2, mais IB2, pardon, qui est égal à IE1. Donc, on peut donc venir le substituer. Ça fait RP1 IB1 plus RP2 fois 1 plus bêta 1 IB1. On peut isoler notre IB1 ici, et ça nous donne RP1 plus RP2 fois 1 plus bêta 1, qui est le terme que vous avez là. Donc, le RP d'un Darlington
est donné par cette expression. Ça devient donc RP1 plus RP2 plus bêta fois RP2. Vous vous rappelez qu'il y a l'effet de transformateur d'impédance de la configuration collecteur commun, et c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, on va retrouver comme le terme de RP Darlington va être dominé par un terme en, si vous voulez, en bêta 1 fois RP2. Donc, le bêta 1 fois RP2, bien sûr qu'il faut corriger par RP1 plus RP2. Donc, voici un exemple qui est basé sur la configuration d'Arlington. Donc, imaginons un couplage capacitif à l'entrée, un couplage capacitif en sortie. On a une charge de 1 kΩ, on a un RC, puis on se prend un transistor d'Arlington, donc un montage d'Arlington, et on va maintenant pouvoir analyser les différentes caractéristiques de ce montage, gain de tension, résistance d'entrée et autres. Donc, on poursuit l'analyse. Et donc, dans ce montage, prenons-nous comme donnée notre classique bêta égale à 100 pour le transistor, VBE est égal à 700 millivolts. On va considérer que les condentateurs C1, C2, C3 sont suffisamment grands pour se comporter comme des fils en signal. Donc, connexion signal, connexion signal et connexion signal. Donc, là, euh, on peut analyser, en fait, et rappelez-vous, si on rentre par ici et qu'on sort par là, ça devient une configuration émetteur commun. Si on rentre par ici puis qu'on sort par là, ça devient une configuration collecteur commun. Vous aurez probablement noté qu'en cours de route, je fais comme si la combinaison Q1, Q2 était un transistor de gain bêta plus grand, qui est le produit bêta 1, bêta 2. Donc, calculer pour ce montage RB, RE, RC pour obtenir un gain de tension de 10 volts par volt, bien sûr à ce point-ci, hein, pas à ce point-ci, parce qu'ici c'est un suiveur. Donc, dans un mode collecteur commun, ça n'aura pas de gain. La direction qui va avoir un gain, c'est entre ici et là, et ça va faire exactement comme un émetteur commun. Ça va être un gain négatif et ça va inverser. Donc, calculer les trois valeurs de résistance pour avoir un gain de 10 volts par volt dans une charge de 1 kΩ, qui est la charge qui est ici, en supposant qu'il y a une résistance d'entrée que l'on veuille aussi une résistance d'entrée de 100 kΩ. Et donc, effectivement, vous avez votre effet, votre bêta 1 fois bêta 2. Puis si vous avez un REE, vous avez mis un RE. Donc, si vous mettez un RE de 1 kΩ ici, ça va vous donner 10 000 fois 1 kΩ par votre effet transformateur d'impédance. Donc, on poursuit l'analyse. Et donc, dans ce montage, la résistance d'entrée, c'est quoi? Ben, c'est le Vin sur Iin. Ça va être le RB en parallèle avec le RP du Darlington. Et le RP du Darlington, ben là, il faut cependant en fait, j'ai fait un petit lapsus là. On n'a pas pris la sortie ici, on a court-circuité l'émetteur à la masse. Donc, en court-circuitant l'émetteur à la masse, c'est comme une configuration émetteur commun, une configuration émetteur commun sans RE, parce que le RE a été court-circuité à la masse. Je n'avais pas vu la connexion à la masse dans ma présentation il y a 2 minutes. Donc, c'est bel et bien une configuration émetteur commun avec le RE court-circuité, avec le condensateur C3 qui vient court-circuiter le RE. Donc, si on l'analyse, effectivement, il va nous rester seulement le RP du Darlington ici, puisque là, on a court-circuité l'émetteur. Donc, le gain, Vout sur Vin, donc on peut dire que c'est, en fait, on l'analyse essentiellement comme si c'était une configuration émetteur commun avec un bêta très grand, parce qu'en réalité, c'est exactement ce que ça fait. Donc, on prend le bêta du Darlington
et on a notre gain négatif, on ne le démontre pas, on fait juste invoquer la formule pour l'émetteur commun. Et qu'est-ce qu'on a à la charge? Bien, on a RC en parallèle avec RL et on ressort la formule pour l'émetteur commun qui est donc moins bêta fois RC en parallèle avec RL divisé par R pi D. On aurait pu le faire avec un RE, mais donc on le fait avec R pi D, qui est une des formules qu'on a dérivées au module précédent quand on a analysé la configuration en émetteur commun avec une résistance qui était une résistance d'émetteur qui était court-circuitée. Donc, avec ces deux équations, on peut maintenant résoudre et pour la satisfaire, pour avoir un Rin de 100 kOhm, donc pour avoir un Rin qui est plus grand que 100 kOhm, si j'ai, je pense que c'était une donnée du problème, si j'ai un RB de 100 kOhm, je crois que c'est une donnée du problème, on nous dit qu'on veut une résistance d'entrée de 100 kOhm. On n'a pas spécifié le RB. Donc, une façon de faire, qui est un problème de design ici, c'est de choisir un RB de 100 kOhm et dire que je veux que cette branche-ci me donne un RPD de 200 kOhm. Donc, arbitrairement, choisissons RB est égal à 200 kOhm, un RPD de 200 kOhm. Et là, maintenant, avec l'équation précédente, on peut venir résoudre. Donc, on avait le RPD qui est tout simplement recopié de la planche précédente, qui est RP1 plus 1 bêta 1 fois RP2. Et donc, le RP1, c'est VT sur IB1. Le RP2, c'est VT sur IB2. Donc, on faut calculer nos RP en fonction de la polarisation. Donc, ayant donc cette expression, vous pouvez résoudre parce qu'elle est finalement, c'est une relation qui est donc VT sur IB1. Vous avez le 1 plus bêta 1 et le 1 plus bêta 1 qui se simplifient l'un et l'autre parce que IB2 est égal à 1 plus bêta 1 fois IB1, donc les deux se simplifient, et donc ça vous donne 2VT sur IB1, qui devient donc l'expression du RPD. Donc maintenant, on peut remplacer et calculer. Donc on a isolé le IB1, donc IB1 qui est égal à 2VT sur RPD, et on veut un RPD qui est égal à 200 kOhm. Et donc, pour avoir un RPD qui est égal à 200 kOhm avec la configuration, ben, on peut calculer que le courant IB1 doit être de 250 nanoampères, donc donc ça donne un quart de microampère. Donc, c'est un petit courant. Et ceci va nous donner donc, comme c'est le IB2, mais on peut donc dériver maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir dans les autres morceaux du montage. Donc, le courant d'émetteur du Darlington, c'est le courant de l'émetteur de E2, c'est IB1 fois 1 plus bêta 1 fois 1 plus bêta, qui est égal au courant. En fait, si j'ai mon 101 multiplié par 101, on peut sortir de la calculatrice, calcul fait, 2,5 milliampères. Donc, j'aurai 2,5 milliampères ici, et j'aurai un courant à ce point-ci de 0,25 microampères à la base, et ma tension d'émetteur du Darlington serait donc 0 moins RBIB1, donc 200 kOhm, 200 fois 10 exposant 3, fois 250 nanoampères, qui donne une chute de 50 millivolts. Donc, si on ne néglige pas, on a maintenant ici une chute de 50 millivolts, moins 0,7, moins 0,7. Donc, ça nous prendrait un VED ici de moins 1,45. Et là, maintenant, on serait en mesure de choisir un REE et un VEE qui nous donne ce qu'on veut. Et donc, qu'est-ce qu'on a choisi comme VEE? Donc, VEE était spécifié dans le problème, ça m'a échappé. Donc, si je retourne à la donnée du problème,
on avait spécifié un VEE qui est égal à moins 15 volts. Donc, on peut retourner dans la donnée du problème. Donc, on a VEE, on a le VED qui est égal à moins 1,45. Donc, on a le VED qui est moins 1,45 moins 15 qui donne 13,55 divisé par le courant qu'on a calculé. Bien, si on met moins 15 volts ici, ça nous prendrait une résistance de 5,3 kΩ entre l'émetteur et le moins 15. Donc, on poursuit l'analyse avec les données que l'on a. Donc, le gain de tension du Darlington devient donc RC en parallèle avec RL divisé par le RPD fois le bêta du Darlington. Donc, on se retrouve, et ça, on nous dit qu'on veut que ce soit moins 10 volts par volt. Donc, on peut maintenant venir calculer, avec ces données-là, si on veut 10 ici, donc ça va faire le RPD, il faut le monter en haut. On va diviser, on va dire que RC en parallèle avec RD va être égal à 10, moins 10 volts par volt divisé par moins BD. Donc, les deux moins vont se simplifier. Ça vous donne l'expression qui est ici. 10 fois RPD divisé par BD. On peut calculer. Ça nous donne 196 ohms. Et donc, si on a choisi une résistance de charge de 1 kΩ, RC, on peut calculer que devrait être la valeur de RC. Donc, c'est un calcul de résistance en parallèle et qui nous permet d'isoler que RC vaut 244 ohms en première approximation pour obtenir ce gain-là. Donc, la résistance de sortie de l'ampli, qu'est-ce que c'est? C'est le RC. C'est à peu près égal au RC qui est 243,9 ohms. On ignore les R0, mais les R0 à ce niveau de courant-là, ça sortirait probablement autour des dizaines de kiloohms. Donc, à l'évidence, c'est négligeable dans le montage. Donc, on peut continuer et on arrive ici. Donc, ça nous amène à un exemple intéressant. Donc, pour la première fois, on peut se frotter et se confronter à ce montage du 741. Montage, vous avez maintenant tout ce qu'il faut en main pour l'analyser. Vous avez ici une configuration que vous pouvez reconnaître comme étant un Darlington. Vous avez ici une configuration que vous pouvez reconnaître comme étant un miroir de courant. Vous avez ici une configuration qui est un autre miroir de courant. Donc, vous voyez des blocs de base. Ça aussi, c'est un autre miroir de courant. Et ce miroir de courant est désensibilisé par la résistance R4 de façon à ce que le courant dans les deux branches ne soit pas exactement égal. Ça s'analyse. Donc, la 5 kΩ qu'il y a ici a pour effet que le courant dans les deux branches ne sera pas exactement le même. Et quand on regarde un montage comme le 741, donc ici, je vais effacer un peu, une question que j'aime bien poser avec ce montage-là, c'est par où on commence l'analyse d'un montage comme celui-là? Bien, quand on regarde un 741, c'est remarquable que vous avez ici un VBE, vous avez une résistance R13 et vous avez un autre VBE. Donc, le courant de polarisation d'un 741 est essentiellement contrôlé par une seule résistance. Il faut savoir que dans un circuit intégré, typiquement, les résistances occupent beaucoup de place et on essaie d'en minimiser le nombre. Donc, un bon design intégré, c'est généralement un design où il y a très peu de résistance, mais beaucoup de transistors, parce que les transistors sont relativement moins coûteux, contrairement à votre manière de penser quand vous êtes sur un montage conventionnel que vous allez faire au laboratoire, où on a tendance à regarder la résistance comme le composant pas cher
et le transistor comme le composant noble qu'on veut minimiser, alors qu'ici, c'est exactement le contraire dans le montage. Donc, avec ce montage, on peut analyser, on peut trouver le courant au travers de R13, et le courant au travers de R13, ça va être quoi? Bien, ça va être VCC moins VEE, qui est possiblement de grandeur négative, si vous êtes entre plus 15 et moins 15, ou plus 10 et moins 10, moins 1,4 volts, un 700 millivolts ici, et un 700 millivolts là, qui est divisé par R13, ça vous donne le courant dans la branche, et ce courant va venir être reflété en miroir pour déterminer le courant de polarisation de cette branche. Il va être atténué à cause de la 4 kΩ, de la 5 kΩ. C'est une analyse que l'on pourrait faire. C'est pas si compliqué, mais disons qu'elle est un peu au-dessus du niveau du cours. C'est un miroir de courant désensibilisé par une résistance dans l'émetteur. Ce courant va se retrouver, en fait, vous avez ici une source de courant. Là, il y a une subtilité. C'est bel et bien un miroir de courant, mais vous constatez que ce n'est pas ce courant qu'on renvoie à la branche. C'est qu'en fait, on prend cette tension qui est ici et on la met entre deux sources de courant. Et ce nœud flotte. C'est pour ça que vous pouvez prendre assez librement et assez allègrement un peu n'importe quelle tension sur un amplificateur opérationnel et vous pouvez vous amuser à flotter les deux entrées moins et plus. Parce que ces deux entrées moins et plus sont reliées à des configurations de transistors. En fait, Q1 et Q2 sont des suiveurs, Q6 et Q5 sont des suiveurs, et la tension qu'on a sur ce nœud, c'est la tension qu'on a sur les deux entrées, la tension commune qu'on a sur les deux entrées, moins 1,4. Donc la tension nominale à ce nœud, c'est la moyenne de ce que vous avez sur les entrées 2 et 3, qui va être diminuée de 1,4 volts, et c'est cette tension-là donc qui va déterminer le point, et ce point peut flotter. Donc, et là, vous avez ici, c'est un petit peu compliqué, j'y reviendrai plus tard, mais je résume en disant que ici, vous avez votre Darlington. Ce nœud ici est un nœud à très haute impédance de sortie. Et comment on fait un grand gain de courant dans un montage comme ça? Bien, on prend un gain qui est relativement modeste, qui vous sort de ce montage. On va voir plus tard qu'on appelle ça un montage cascade, on ne l'a pas encore vraiment vu. Donc, vous allez avoir un gain modéré qui va se matérialiser à la sortie de Q8 et vous allez venir l'injecter dans la base de Q16 et vous vous servez de Q15, Q16 comme un transistor de très grand gain qui va venir prendre le petit courant que vous injectez ici et va venir vous le refléter à Q11 qui est donc une sortie d'une source de courant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous venez injecter un courant significatif dans une source de courant? Bien, ça va vous donner un très grand gain de tension. Donc, vous allez avoir le R015 et le R011, l'un dans l'autre, qui vont vous donner une très grande résistance de sortie. Et donc, le courant que vous venez injecter, amplifié par bêta 16 et bêta 15, vous allez venir l'injecter dans Q11, qui est une source de courant dans ce montage, et ça vous donne à ce point un très grand gain de tension. Là, il y a Q14. C'est quoi Q14? Bien, Q14, c'est une configuration de transistor monté en diode. Vous avez deux résistances R8 et R7 qui constituent un diviseur de tension qui est autopolarisé. Donc, nominalement, vous allez avoir un 700 millivolts de chute qui est ici, et vous allez avoir une chute de tension dans R8 qui est assimilable, qui est similaire à celle qu'on retrouve sur R7 avec un transistor Q14. En fait, le but de Q14,
c'est essentiellement de venir polariser Q18 et Q19, qui est ce qu'on appelle une configuration push-pull. Donc, si vous venez mettre entre ces deux nœuds une tension DC nominale de un peu moins que 1,2 volts. Et ça, vous le contrôlez par les valeurs de R7 et de R8. Mettons que vous mettez 1,2 volts, bien, Q18 et Q19 sont sur le bord de conduire. Et en ayant ça, en faisant en sorte que Q18 et Q19 soient sur le bord de conduire, quand on vient passer un signal, le signal qui est ici et le signal qui est là, c'est essentiellement la même chose. Ça, c'est le signal. En fait, c'est la portion positive du signal qui passe par ici. Ça, c'est la portion négative du signal qui passe par là. Et vous venez pousser avec un suiveur. Q18 est un suiveur. Q19 est un suiveur, des collecteurs communs. Et donc, le très grand gain de tension que vous avez fabriqué ici, vous pouvez le pousser en sortie ou le tirer de la sortie et vous retrouvez avec votre sortie de votre amplificateur opérationnel, une configuration qui est intéressante et notable dans ce montage. C'est R9 avec Q20. Et quand vous regardez R9 avec Q20, si vous venez pousser un courant important dans la sortie, il va se faire au travers de R9 une chute importante. Imaginons que vous avez 500 milliampères de chute, 0,5 ampères de chute. Si vous essayez de sortir 0,5 ampères de chute au travers de 25 ohms, ça ne va pas passer. Et là, vous pouvez voir, parce que quand la chute de tension dans R9 va atteindre 700 millivolts, bien, le courant va se mettre à passer dans Q20 et ça va venir tuer le courant de base de Q18. Donc, en réalité, ce qu'on vient de se fabriquer ici, c'est littéralement une protection de court-circuit. Si vous venez maladroitement court-circuiter la sortie, la raison pour laquelle le 741 vous explose pas au visage, elle est double. La première, c'est que ce suiveur ici, en fait, le suiveur qui est là, est pas capable de vous donner un courant qui va détruire le 741. Puis de ce côté-ci, vous avez un montage qui vient tuer le gain du système quand on fournit un gain positif trop grand. Donc voici votre premier 741 vu de l'intérieur. Il y a peut-être un montage qui vous échappe encore, c'est l'utilisation à l'entrée de la paire différentielle qui est constituée de deux suiveurs qui viennent flotter sur ce point-là. Et donc, quand on passe au travers de ce montage, bien, le courant qui est injecté, donc le courant qui est injecté ici, s'en va dans un miroir de courant qui est reflété ici. Et donc, vous avez deux sources de courant, c'est le classique pour avoir un gain intéressant. Q5 qui fait une source de courant, Q8 qui fait une source de courant, et deux sources de courant qui se battent avec des polarités opposées. Et la combinaison des deux fait un gain de tension. Donc, le nœud PN vous donne un gain, ce nœud ici. Je vois qu'il y a deux, en fait, je ne devrais pas l'appeler nœud PN, il y a peut-être PN là-dedans. Donc, il y a deux nœuds qui vont vous donner du gain de tension dans ce montage-là. Et les deux nœuds qui vont vous donner du gain de tension dans ce montage-là sont ce nœud ici et ce nœud ici. Et dans ces deux nœuds, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a une source de courant qui attaque une source de courant, très grande impédance de sortie. Et quand j'injecte un petit courant en perturbation, ça me donne un signal, un gain élevé. Et c'est la même chose ici. Là, j'ai une forme, je me suis fabriqué l'équivalent d'un décaleur de tension, donc une chute de tension à peu près constante pour être capable de relier les deux nœuds ici et là et venir polariser mon push-pull
sur le bord de conduire, même quand il y a un petit signal, mais avec un petit courant. Donc, on essaie de ménager la chèvre et le chou pour ne pas avoir un grand courant de court-circuit, mais avoir nos deux transistors Q18 et Q19 sur le bord de conduire, avec une chute de tension entre ce point et ce point qui serait à peu près 1 volt, 1,1 peut-être. Et donc, quand on a un signal qui nous arrive, le côté positif va être poussé par Q18, le côté Q19 va être tiré par Q19, et c'est donc la configuration push-pull. À la fin de cette analyse, on vient de voir le module, le Darlington. À la fin de cette analyse, on vient de voir le module, le Darlington, et donc le 741 exploite un Darlington ici, exploite un miroir de courant qui est là, exploite un autre miroir de courant qui est là, un autre miroir de courant qui est là, exploite une configuration push-pull en sortie, qui sont deux suiveurs de polarité opposée. Puis cette configuration-là est un petit peu plus complexe, mais c'est essentiellement un nœud flottant qui nous permet d'avoir nos deux tensions d'entrée V+ et V- qui se baladent de n'importe quoi, que si vous êtes alimenté à +10 et si vous êtes alimenté à -10, ben, l'amplificateur opérationnel va réussir à fonctionner à peu près jusqu'à +8, puis à peu près jusqu'à -8, sans trop de bobos. Donc, c'est comme ça que vous arrivez à avoir une très grande plage dynamique sur le niveau DC à l'entrée. Donc, voici pour le 741. Et donc, ben là, je vous l'ai expliqué. Si vous voulez voir, ben, je vous le donne comme un problème. Et je l'ai déjà fait en examen en passant. Donc, voici une configuration. Et je demande aux étudiants, est-ce que vous voyez des miroirs de courant? Les voyez-vous? Voyez-vous des suiveurs là-dedans? Où sont-ils? Où est le Darlington? Pouvez-vous me le montrer? Si vous avez analysé ce circuit-là, par où vous commencez l'analyse de polarisation? Je vous ai dit tout ça dans les 10 dernières minutes. Donc, un exercice, et puis oui, je l'ai déjà posé à l'examen. Donc, je m'arrête là-dessus, ça termine le module. Merci de votre attention.